Bonjour. Comment ça va tout le monde? Yeah, that's it. Donc, c'est super cool d'être ensemble en présentiel. L'année passée, le colloque, ça s'est passé à la maison. Donc, je suis vraiment fier de pouvoir animer ça pour vous autres cette année. Donc, moi et Mariana, on va animer la soirée aujourd'hui. Donc, on est tous des étudiants d'animation 3D, de team ou d'informatique. Puis ça, les trois ensemble, ça fait le pôle numérique. Et le pôle numérique, ils font le colloque. Le colloque, c'est une opportunité... oui, le colloque. C'est quoi le colloque, Mariana? Eh bien, un colloque, c'est un événement où on profite de magnifiques conférenciers qui ont pris du temps dans leurs horaires très chargés pour venir nous voir, pour nous présenter leur métier. Fait que, en gros, je sais qu'en ce moment, dans la majorité de vos cours, vous voyez vraiment des trucs vraiment plus généraux, mais ça va être le temps d'apprendre des trucs plus spécifiques, puis de savoir où est-ce que vous allez peut-être vous diriger dans le futur. Puis c'est le temps de faire des vraiment belles rencontres. C'est vraiment une opportunité en or. Donc, on va en profiter pour saluer les conférenciers. Alexandra Nemery de Square Enix, Joël Viscan d'Illogica, Maëva Trivino de Trébuchet, Chloé Proulx de Double Negative, Pascal Thériault de Lucat, Jenny Goldenschmidt de Sherpa et Charles Fortin de Buzz Studios. On tient aussi à saluer les femmes en tech, Éliane Rochefort, Laura-Mé Guérin, Sarahi Portillo, Adriana Galpérin et Léa Jalbert-Gonzalez. On tient aussi à remercier la collaboration des femmes de Concertation Montréal, Émilie Boudria et Khadija Aïdzara, qui épaulent les femmes en tech de Bois-de-Boulogne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à nos enseignants pour l'aide à l'organisation de ce colloque. Raouf, Gilles-Philippe, Laurent, Alexandre et Bruno. Finalement, merci à vous, les étudiants du pôle numérique, pour votre présence. Merci finalement à la direction, à l'éducation, formation et emploi du ministère de l'Enseignement supérieur pour le support financier. Beaucoup de merci. On profite aussi pour remercier et saluer la direction du collège. Et nous voulons inviter Sébastien Piché, le directeur aux études, à dire un mot sur scène. Merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir vous accueillir puis ouvrir cette activité. Et je vais commencer en vous racontant une petite anecdote. J'ai combien de temps? 3 minutes, tu m'as dit? Je vais peut-être en prendre 5, mais pas plus que 5 premiers. Moi, je suis arrivé au Collège de Bois-de-Boulogne il y a 3 ans. Et une des premières choses que j'ai faites, ça a été de visiter le collège en compagnie du coordonnateur du programme d'animation 3D et du coordonnateur du programme de technique d'intégration multimédia. Et quand on a fait cette visite-là, leur objectif, c'était vraiment de montrer que nos installations n'étaient pas à la hauteur des besoins du programme et n'étaient pas à la hauteur aussi d'une formation axée sur les besoins de l'industrie. C'est pour ça que le collège a investi plus d'1 million de dollars dans la rénovation de ses laboratoires informatiques et qu'on va continuer... à ajouter des installations pour que nos programmes puissent se distinguer avec les meilleurs étudiants et les meilleurs enseignants, ce qui était déjà le cas, mais aussi avec les meilleures installations pour s'assurer que vous ayez une formation parfaitement en adéquation avec les besoins de l'industrie. Et je tiens à saluer les partenaires qui ont accepté de venir aujourd'hui rencontrer les étudiants, témoigner du dynamisme du secteur d'activité dans lequel vous êtes, parce qu'on va se dire les vraies choses, là. Vous êtes dans le secteur d'avenir à Montréal et au Québec. Vous êtes exactement là où il faut être parce que ce secteur-là est en croissance, mais il le sera encore pour les années à venir. Donc, merci beaucoup de venir témoigner de tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là et de donner le goût, peut-être aussi à d'autres étudiants au collège, de transférer dans vos programmes et de cheminer dans une carrière d'avenir. Ceci étant dit, je terminerai quand même là, en soulignant aussi que parce qu'il va y avoir aussi des gens des universités qui vont venir à la fin de la journée pour vous rencontrer.
c'est l'avantage immense que vous avez. Hein. La majorité de nos diplômés décident d'aller à l'université, mais ils travaillent dans l'industrie en même temps. Donc, vous avez une formation polyvalente qui va vous permettre de faire les deux, d'aller rapidement sur le marché du travail, mais en même temps d'avoir tous les outils pour poursuivre des études supérieures, puis cheminer dans votre carrière avec tous les avancements qui viennent avec les bénéfices d'un diplôme. Donc, ceci étant dit, je cède la parole à... Je cède la parole à vous et je vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup, M. Piché. Ce colloque, c'est l'occasion pour nous faire réfléchir et débattre de l'impact du numérique dans l'espace démocratique. Le numérique induit des changements structurels fondamentaux, que ce soit dans l'exercice de la citoyenneté, le fonctionnement de nos organismes publics, les rouages de plusieurs activités économiques, les nouvelles façons de socialiser, de flirter. Désormais, le numérique structure plusieurs pans des activités humaines. Cela favorise la création de nouvelles zones de pouvoir, de nouvelles opportunités d'emploi et l'émergence de nouveaux secteurs d'activité. Qu'on pense au nouveau métaverse ou à la crypto-monnaie, le colloque, c'est l'occasion de réfléchir à nos projets académiques et professionnels. C'est vraiment une occasion en or de rencontrer des professionnels qui viennent partager leur passion. Avant de céder la place aux femmes en tech de Bois-de-Boulogne pour leur table ronde, voici quelques consignes pour le déroulement de la journée. Donc, premièrement, nous vous invitons à éteindre vos cellulaires, garder vos masques sur la bouche et le nez. Gardez vos mains propres, toutes les procédures de COVID, on les connaît tous. Vous invite aussi à rester attentifs et respectueux envers tous les conférenciers, toutes les personnes qui vont parler sur la scène ou en bas aujourd'hui. Ils ont vraiment pris du temps de leur horaire chargé pour venir ici et nous partager leur expérience dans le domaine, dans le secteur. Donc, il y a ça. Eh bien, sans plus attendre, nous cédons la place à l'équipe des femmes de tech de Bois-de-Boulogne avec leurs invités. Bonjour. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui ici. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, ça va être vraiment l'importance d'avoir des équipes diversifiées et la place des minorités dans cette industrie vague qu'est le numérique. Donc, nous allons aussi réfléchir à la place des femmes dans l'industrie plus précisément, en nous posant quelques questions comme suit. Est-ce que les femmes sont bien représentées dans les nouveaux secteurs d'activité? Est-ce que les entreprises sont bien servies par des équipes trop homogènes? Et finalement, les femmes créent-elles de la même façon que les hommes? Donc, pour commencer, qui sommes-nous? En tenant compte de l'importance de l'impact social des activités numériques, les femmes sont-elles suffisamment représentées? Est-ce qu'elles bénéficient de cette manne d'emplois créatifs, influents, payants? En juger par le nombre de femmes dans cette pièce, il semble que non. On a voulu comprendre pourquoi c'était le cas et on aimerait ça faire un changement. Donc, c'est comme ça qu'est né les femmes en tech de Bois-de-Boulogne. En tant que femme en tech, on essaie de créer le plus de rencontres avec les femmes inspirantes de l'industrie et de comprendre ce qui les anime, ce qui les passionne. Nous souhaitons aussi réaliser des capsules vidéo pour ensuite les diffuser dans les écoles secondaires pour encourager les jeunes filles à intégrer les milieux d'études que nous sommes, genre TIM, animation 3D et informatique, puis aussi que les femmes intègrent... Désolée. Que les jeunes filles intègrent les milieux, les industries techno-créatives. Ce faisant, nous développons notre réseau et notre compréhension de l'industrie, du rôle des femmes, etc. Mais avant tout, qui sont les femmes en tech de Bois-de-Boulogne? Donc, on va prendre une petite minute par personne pour juste présenter qui nous sommes. Donc, je vais commencer. Mon nom, c'est Léa. Je suis en animation 3D. Je suis un petit peu le bébé des femmes en tech parce que je suis en première année. Et je suis vraiment avec des finissantes. Donc, on va commencer avec Adriana. Bon, moi, je suis Adriana Gauperrin. Je fais partie de l'équipe Femmes en Tech. Je suis dans la 5e session d'informatique du côté génie de logiciel. Salut, mon nom est Sarahi Portillo. Je suis en 3e année dans le programme de TIM, qui est Technique d'intégration multimédia. Et plus tard, mon ambition, c'est de devenir Product Owner dans une agence numérique. Salut, moi, c'est Liane. Donc, comme Sarahi, je suis en 3e année dans la Technique d'intégration multimédia.
Je pourrais pas exactement dire qu'est-ce que je vais faire plus tard, mais je sais que ça va être dans des projets collaboratifs, interactifs, numériques. On verra. Salut, moi c'est Laura May. Je suis aussi en 3e année en intégration multimédia. Et plus tard, et aussi je fais partie de Femmes en Tech. Et plus tard, j'aimerais possiblement être directrice artistique. Bon, ben, maintenant, nous avons invité 5 femmes de l'industrie à partager leur expérience et leurs réflexions. Nous les invitons maintenant à prendre la parole à tour de rôle. Donc, j'inviterai Alexandra Néméry de Square Enix à prendre la parole. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, moi, c'est Alexandra. Pour me présenter un peu, donc, j'ai un doctorat en ergonomie. Mon sujet de thèse, ça portait sur les interfaces persuasives. Mon expérience professionnelle était donc d'abord en France, à Paris, dans des entreprises logicielles de type SAP, Sage, Cisco. J'ai également travaillé en Corée du Sud dans une compagnie de jeux mobiles qui s'appelle Come to Us, qui fait un jeu mobile qui s'appelle Summoner's War. Et j'ai rejoint le Canada et Ubisoft donc il y a 3 ans maintenant. Donc j'ai commencé chez Ubisoft en travaillant sur la UX des outils pour faire les jeux vidéo, donc s'assurer que les équipes ont des outils efficaces, efficients, une belle suite d'outils homogènes. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler sur un jeu non annoncé. Et puis maintenant, j'ai rejoint Square Enix Montréal il y a 6 mois maintenant. Donc, je viens de passer UI UX Lead sur le projet. Donc, UI UX, ça veut dire que c'est s'assurer que les menus, que toutes les informations du HUD dans le jeu soient claires, compréhensibles, mais aussi accessibles pour les joueurs. Je peux te dire sur le jeu sur lequel je travaille parce que ça a été annoncé, donc ça s'appelle Hitman Snipers The Shadows. Et qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Mon métier me passionne, dans le sens où je pense être chanceuse parce que je décrirais mon activité comme travailler avec les gens pour les gens. Sur mon projet actuel, j'ai la chance de travailler avec un peu toutes les équipes. Donc c'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Maintenant, c'est Joël Bidzikam de Illogica. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là. Ça fait très plaisir de pouvoir parler un petit peu aux plus jeunes générations parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'étais à votre place et je me demandais un peu qu'est-ce que j'allais pouvoir faire dans le monde, dans l'industrie. Moi, donc, je travaille chez Illogica. C'était pas le début de mon parcours. J'ai fait d'abord un master en informatique à l'UQAC, concentration jeux vidéo. Après ça, je suis rentrée en France faire un stage de fin d'études dans une compagnie parisienne qui faisait vraiment du multimédia au sens large, donc de la réalité virtuelle, des expositions pour des musées, ce genre de choses. Et après une première expérience là-bas, j'ai été engagée par Gameloft Montréal, où j'ai travaillé pendant 1 an sur Overdrive City, un jeu mobile donc de course de voiture. Et maintenant, donc, je suis chez Illogica, où j'ai d'abord travaillé sur le port vers la Switch du jeu mobile Bob l'éponge. Et maintenant, je suis sur un projet non annoncé, donc je peux malheureusement pas vous en dire plus. Mais globalement, mon métier, c'est gameplay programmeur. Donc chaque fois que vous jouez à un jeu, derrière, c'est quelqu'un comme moi qui a fait en sorte que ce soit possible de faire des actions, de tirer sur des gens, de parler à des petits animaux mignons dans Animal Crossing, tout ce genre de choses. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est justement l'opportunité de façonner l'expérience des joueurs, de leur donner des outils pour rêver, pour se détendre, pour explorer des choses qu'ils ne pourraient pas forcément explorer dans la réalité. Et puis surtout aussi, c'est la possibilité de travailler avec tous les gens du milieu, parce que dès qu'il y a un problème, on vient me voir pour le réparer. Ça me donne c'est super intéressant d'ailleurs parce que ça me donne l'occasion d'en apprendre énormément sur des métiers qui ne sont pas directement le mien, sur comment aider les gens le plus possible, sur comment on prend une multitude de tout petits éléments pour faire au final ce qui fait un jeu. C'est vraiment pas un produit de l'effort d'une personne mais d'une équipe et chacun a son importance dans ce processus-là. Voilà. Super, merci beaucoup. Eva Trivino de Trébuchet. Bonjour à tous. C'est super sympa de venir ici, de revoir des gens aussi, parce que finalement, ça
fait longtemps qu'on n'en a pas vu autant là dans la même pièce. Moi c'est Maëva, je travaille dans un petit studio qui s'appelle Trébuchet, qui fait que des jeux en réalité virtuelle. Tous les nerds avec des casques trop près de leurs yeux, avec des manettes et qui voient rien, qui font dans des murs, c'est à peu près ma job, c'est de rendre les gens comme ça. Non, je fais quand même de la programmation, fait que oui, je rends les gens comme ça, mais bon, c'est qu'ils ont quand même envie d'y jouer, puis moi aussi, je suis quand même contente de faire ça. Par contre, j'ai fait la même chose que Joël, en fait. 3 ans plus tard, je suis aussi allée à l'UQAC faire une maîtrise plus axée sur la programmation dans les jeux vidéo. Sauf que moi, il y a eu la Covid au milieu, fait que c'était un peu plus plate, mais ça marche quand même. Puis c'est ça, pourquoi venir au Canada puis se perdre à Chicoutimi plutôt que de venir dans une grande ville, alors que j'étais à Lyon et tout, c'était super grand. Je sais pas moi non plus, mais c'était vachement intéressant. Non, en fait, découvrir aussi plus le côté en fait, du jeu vidéo, parce que moi là-bas c'était de l'informatique, de la programmation, tout ce qu'il y a de plus classique. Puis avec la Covid, j'ai fini chez Trébuchet. Donc finalement, l'école, c'était il n'y a pas si longtemps pour moi non plus, en fait, parce que ça fait quand même un peu plus d'1 an que j'ai fini. Je connais un peu votre place encore, c'est quand même frais dans ma tête. Mais c'est quand même cool l'école, profiter, c'est des bons moments pour apprendre aussi. Ouais, puis c'est ça, moi je fais de la programmation en VR. J'ai l'avantage d'être dans un petit studio qui fait que je fais beaucoup de programmation qui ne sont pas que du gameplay. Faire du UI, on a les game designers qui viennent toquer à notre porte, enfin la porte Discord, parce que on est en distanciel. Puis qui sont là et puis qui vous disent on a envie de rentrer ça, puis 2 heures après en fait on est en train de travailler dessus. Je sais pas si c'est un avantage ou si c'est un inconvénient pour être honnête, mais c'est quand même sympa. Puis pourquoi la VR? C'est un peu par hasard. J'avoue que j'ai ce côté curieux qui fait que j'ai envie d'essayer des choses très différentes, et je trouve que c'est quand même super intéressant parce que à côté d'un jeu vidéo, qu'on est content d'y jouer, qu'on aime vraiment ça, la VR apporte encore autre chose par-dessus, qui est un médium différent et qu'il faut aussi s'adapter à ça. Parce qu'on est libre de ses mouvements, c'est bien et c'est mal. Comme je disais tout à l'heure, on peut très bien foncer dans un mur ou exploser son mur avec un contrôleur. Si je peux vous conseiller une super chaîne YouTube, Chris Quits Reality, il casse des cases de VR à mon avis toutes les 5 minutes. Donc c'est des choses qu'il ne faudra pas faire, hein, mais voilà, c'est quand même intéressant. Puis voilà, je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. Mais encore, merci à tous d'être là. C'est parfait. Merci beaucoup, Maëva. Maintenant, c'est au tour de Chloé Proulx de Double Negative, donc, qui n'est pas en jeu vidéo, qui est en VFX, c'est ça? En cinéma d'animation. En cinéma d'animation, parfait. Voilà. Bonjour, ravie d'être là aussi. Mon nom, comme ça vient d'être dit, est Chloé. Je travaille chez Double Negative DNEG en cinéma d'animation. Ça fait une dizaine d'années déjà que je suis dans l'industrie de l'animation. Je suis animatrice de personnages de formation. J'ai fait un baccalauréat à l'Université Laval en arts et sciences de l'animation. Ça a duré 3 ans. Ensuite, je suis allée dans un petit studio qui s'appelait Squeeze Studio pour un stage de 3 mois. Puis c'est vraiment là que ça a été vraiment une formation pratique pour après ça, l'espèce de tremplin vers le marché du travail. J'ai été assez chanceuse, là, je touche encore du bois. J'ai commencé tout de suite en film. Généralement, en animation 3D, des fois, on peut se faire des petits contrats à gauche, à droite, en publicité, en télévision. J'ai eu un bon contact. Je suis allée sur Mune, Le Gardien de la Lune. C'était mon premier film. Puis après ça, j'ai fait une dizaine de films là, à Montréal, de studio en studio, de contrat à contrat. J'ai été 1 an à Vancouver en 2018. J'ai eu la chance de travailler sur Spider-Man Into the Spider-Verse pendant 9 à 10 mois. Ensuite, je suis revenue à Montréal. Puis depuis ce temps-là, je travaille à Montréal, basé dans les studios. C'est vraiment de contrat à contrat, fait que c'est souvent 1 an sur un film, 1 an sur une autre production, puis ça change souvent. Quoi dire de plus? Pourquoi je suis animatrice 3D, en fait? C'est vraiment le côté créatif qui m'avait attirée à la base. Je suis pas technique du tout. Je programme pas, je règle pas, je modélise pas. Moi, c'est l'animation. Mais c'est un domaine qui est vraiment le fun parce que je trouvais que c'était technique, mais en même temps créatif. Fait que je trouvais que l'animation 3D, ça mariait vraiment bien ces 2 aspects-là de ma personnalité, de ce que je savais que moi, je voulais faire dans ma carrière plus tard. Puis j'aime l'animation aussi parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc souvent, quand j'ai été dans mon bac, je voyais que les gens me ressemblaient. Je trouvais que l'esprit d'équipe, l'esprit créatif de gang était vraiment le fun. Puis c'est ça qui m'avait motivée à continuer pour ma carrière. Voilà. Merci beaucoup. Super intéressant. Okay.
Pour finir, nous avons Pascal Thériault de l'UQAT. Parfait. Mais merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être ici. Donc, c'est ça. Moi, je suis professeure à l'UQAT, en fait, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais il y a un campus à Montréal. Donc, j'habite à Montréal, je viens ici, je quitterai pas Montréal non plus. Puis j'ai l'impression, en fait, en vous écoutant, j'étais un peu l'extraterrestre de la gang parce que je suis la seule qui n'a pas de parcours vraiment dans l'industrie. En fait, j'ai pas d'expérience dans l'industrie. Si on revient un peu en arrière, il y a un peu plus qu'une dizaine d'années, j'étais à l'université, j'étais un petit peu perdue. Je sais que, en fait, j'ai toujours aimé écrire, inventer des histoires, raconter des histoires. Puis là, je me suis dit, je vais faire des cours en scénarisation de cinéma. Donc là, j'ai appris un peu plus à vraiment écrire, à faire de la scénarisation. Puis je me suis dit, justement, j'aime ça, sauf que le cinéma, ça m'intéresse pas plus qu'il faut, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu vidéo. Donc là, je suis allée ensuite à l'Université de Montréal faire des cours de jeux vidéo. C'est un peu plus théorique. Et finalement, je sais pas, l'université m'a eu parce que j'ai jamais quitté. Puis je pense que je l'ai jamais quitté. J'ai fait par la suite une maîtrise, vraiment une maîtrise de recherche. Donc j'ai travaillé sur la question de la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Ensuite, j'ai toujours pas terminé, mais je suis au doctorat aussi en même temps où je travaille un peu sur des questions justement, les femmes, le féminisme, des approches queer aussi dans les jeux vidéo en général. Et ça faisait quelques années que je donne des cours, mais maintenant je suis rendue professeure à l'UQAT aussi. Donc, on pourrait dire que mes deux spécialités, c'est vraiment l'idée de raconter des histoires dans les jeux vidéo, la scénarisation de jeux vidéo. Je donne des cours par rapport à ça depuis plusieurs années. Et aussi, je donne aussi des cours d'éthique et jeux vidéo. Donc là, c'est vraiment, on prend plus le temps de réfléchir, d'avoir un regard critique sur autant l'industrie des jeux vidéo que le contenu des jeux, où on peut même se demander comment est-ce que les jeux nous donnent des choix moraux, par exemple, dans un jeu, puis comment on peut faire ça, finalement. Je parle aussi de la représentation des femmes, on parle du racisme aussi, entre autres, on parle des conditions de l'industrie, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment mes deux spécialités. Puis on peut dire aussi que cette année, pour la première fois, je supervise des étudiants de fin de bac. Ils sont en train de faire un jeu vidéo. Donc, je suis une de celles qui les supervise. Puis justement, des questions par rapport à l'histoire, la scénarisation, c'est moi la personne ressource, ou des questions par rapport à l'éthique aussi. Juste récemment, dans un des projets, j'avais des étudiants qui avaient peur Ils avaient fait des personnages, par exemple, et ils avaient peur que, même s'ils ont fait des recherches, ils avaient peur de se faire, d'avoir des critiques d'appropriation culturelle, en fait. Donc, ils sont venus me voir, on a discuté, on a vu comment est-ce qu'on peut changer ça, pourquoi ça marche pas, en fait, et tout. Donc, c'est vraiment, je dirais, moi, j'aime ça, plus me présenter comme personne ressource pour aider les gens à réfléchir à propos de ça, plutôt que vraiment faire, justement, tout ce qui est programmation, tout ça, moi non plus, je connais absolument rien là-dedans. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps et tout. Parfait. Donc, voilà, c'est ça. Wow, ça va vraiment faire une belle conversation. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire à propos de nos questions. Donc, la table ronde va se séparer en 3 thèmes. Le premier thème va être sur les femmes sont-elles bien représentées dans les équipes techno-créatives? En deuxième temps, les équipes diversifiées encouragent-elles la créativité? Et finalement, on va parler de la représentation diversifiée dans les jeux et animations, les films d'animation. Donc, selon une étude de 2016 du National Center for Women and Information Technology, un OBNL américain, les femmes ne représentent que 26 % de la force vive de ces nouvelles industries technologiques. Un recul face à 91, où on en comptait 36 %. Pour la région de Montréal, où ce secteur d'activité constitue une pierre angulaire de l'économie, plus de 5 000 entreprises numériques sont établies et offrent 91 000 emplois, en contribuant à hauteur de 10 milliards de dollars au PIB du Québec. Pourtant, les femmes comptaient pour 22 % des diplômés en informatique en 1971 et seulement 13 % en 2013. Parfait, je lance le bal avec la première question du débat. Ces observations que ma collègue Laura May vient de mentionner correspondent-elles à la réalité de vos équipes? Donc, voilà. Je trouve ça très optimiste. Je sais que personnellement, à l'échelle de la compagnie, on est environ 60 personnes, on est environ 30 programmeurs, on est 3 femmes et une personne non binaire.
Donc au niveau statistique, on n'y est pas encore. Mais, ouais, moi, il y a beaucoup moins de monde. C'est vrai qu'en tout, on est, je dirais une vingtaine, peut-être 8 programmeurs, je sais plus, en tout. Puis maintenant, on est 2 depuis pas longtemps en plus, fait que je me sens moins seule. Mais il y a quand même du monde, je dirais, côté artiste. Tu vois, il y a quand même beaucoup de femmes côté art. Et je dirais plus côté art, vraiment modélisation, dessin, parce que je prends pas le côté tech artiste où il y a un peu des deux là, où là c'est vraiment on a que des hommes. Mais si je fais le comparatif de moi il y a pas très longtemps, j'étais à l'école, je voyais au fur et à mesure des années dans mon école, il y avait de plus en plus de femmes qui s'orientaient du côté programmation, du côté informatique. Je me dis c'est quand même encourageant, mais est-ce que ça mettra pas quelques années à venir et de continuer à encourager les gens? Je pense que ça va arriver, genre, ça va peut-être s'en venir. Dans mes compagnies en France, logiciels, non, le taux de femmes était vraiment très bas. Ubisoft, je pense que pareil, pas beaucoup de femmes. Là, présentement, on n'est pas si mal. On est, mettons, une cinquantaine sur le projet de jeux mobiles. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes en QA, en art, en UI. Programmeur 0, effectivement. Et chez les leads, sur les 7 personnes, je suis la seule. Je pense que le portrait est un petit peu plus positif en cinéma. Ouais. Moi, j'ai vu le changement, tu sais, depuis, là, tu donnais tes statistiques des années 2013. Fait que dans mon temps, quand j'ai gradué, on n'était pas beaucoup de femmes. Mais fait que je me rappelle que mes premières équipes d'animation, il y avait, surtout dans les postes de cadre, en fait, je trouvais que ça me manquait beaucoup. J'avais pas de role model. Si moi, je voulais me donner un objectif de carrière plus tard, il n'y avait pas de lead femme. Puis ça, c'est de plus en plus... ça s'en vient de plus en plus. Puis même qu'aujourd'hui, dans la compagnie dans laquelle je suis présentement, en termes d'artistes, d'animation 3D, on est presque 50-50. Puis pour une des premières fois, là, présentement, j'occupe un poste de lead d'animation. Puis on est aussi 50% lead femme, 50% lead homme. Puis à date, c'est les plus belles statistiques là, en termes d'égalité là, de genre que j'ai vu. Fait que le portrait s'enligne bien de mieux en mieux pour le cinéma. Merci. Moi, ça va un peu dans toutes vos directions. Si j'observe justement mes classes d'étudiants, je dirais qu'en art, il y a environ moitié-moitié. Il y a autant, même un peu plus de femmes que d'hommes, mais au niveau tout ce qui est design, programmation, c'est vraiment majoritairement masculin. Par contre, je vois qu'au fil des années, ça commence à changer, puis il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont là, puis justement, les discussions autour de la place des femmes commencent à changer aussi. Si je regarde, on va dire, il y a 4 ans, j'avais des discussions en classe, puis il y avait plein d'étudiants qui ne voyaient pas la nécessité d'en parler, alors que maintenant, c'est le cas, en fait. Mais sinon, si on regarde plutôt au niveau de l'industrie du jeu vidéo, récemment, il y a une de mes collègues, une professeure à l'UQAM, qui a fait une recherche qui, justement, voit qu'environ, dans le milieu du jeu vidéo, il y a à peu près 20, 25, 30% au Québec de femmes dans le milieu du jeu vidéo. Sauf que, surtout dans le métier créatif, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui travaillent en ressources humaines ou dans des postes de production ou marketing. Puis ça, je pense que c'est ce qui vous intéresse un peu moins, mais vraiment dans les postes de création, ça reste quand même entre 20 à 30% de femmes. Par contre, plus on monte dans des postes justement de lead, moins il y a de femmes, moins il y a de personnes non-binaires aussi, parce que ça faisait partie de sa recherche. Mais ça tend quand même à changer aussi. C'est pas aussi catastrophique qu'il y a 5-10 ans, si on veut, mais ça change lentement, par contre. Donc, ouais. Merci beaucoup, mais j'avoue que, tu sais, juste dans la salle, on voit que c'est majoritairement masculin. Tu sais, comme dans le programme que nous sommes, technique d'intégration multimédia, je dirais que c'est beaucoup plus masculin que féminin, tandis que, admettons, en animation 3D, c'est beaucoup plus, tu sais, comme, admettons, tu sais, modélisation, dessin, tu sais, c'est beaucoup plus, tu sais, il y a beaucoup plus de femmes. Donc, voilà, c'est quand même une observation que, tu sais, on voit que c'est notre réalité. Maintenant, on voulait juste savoir, comme, admettons, quels sont les impacts de ce manque de représentation plus du côté, admettons, jeux vidéo. Je vois qu'animation, tu sais, c'est plus 50-50, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux commencer? Bien sûr, mais je dirais un des impacts qu'on peut voir dans l'actualité, c'est tous les cas d'harcèlement, entre autres, avec des compagnies de jeux vidéo qui est très présent, parce que il y a toute une culture qui fait en sorte que, justement,
comment dire, c'est un peu c'était un boys club, ça continue quand même à l'être, puis justement cette culture-là de harcèlement, si on veut, fait partie un peu de cette culture de boys club-là. Donc, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de représentativité, ça contribue à faire perdurer cette culture-là, si on veut. Aussi. Un des impacts, en fait. Dans les impacts, je suis plutôt d'accord avec toi, et puis je pense que ça va aller en s'améliorant. Je suis le genre de personne un peu vocale qui dirait si c'est pas assez inclusif dans le langage, ce genre de choses. Donc oui, c'est sûr que j'aimerais ça s'il y avait plus de femmes, qu'on soit plus de personnes à demander à ce que ça s'améliore, ne serait-ce qu'au terme du langage, de l'inclusion, des choses comme ça. C'est très intéressant la personne que tu as parlé, Pascal, parce que je suis sûre que j'ai répondu à cette affaire-là. Ça me dit quelque chose. Cette personne, elle nous avait fait une présentation, puis le point qu'elle avait mentionné, que je trouvais très intéressant, c'est il n'y a pas forcément de harcèlement direct moral, mais il y a aussi le fait d'être dans un groupe d'hommes et que tu es une femme ou deux dans un groupe majoritairement d'hommes et que tu ressens quand même un feeling que tu n'es pas forcément à ta place. Alors que c'est pas de leur faute, ils n'ont rien fait de déplacer pour que ça se passe nécessairement mal. C'est juste que tu sens qu'il y a une sous-représentation, tu es en minorité, et puis que tu vas peut-être avoir tendance à plus te mettre en retrait. Puis j'ai un peu ce feeling-là au début, de me dire, moi je travaille que avec des hommes, puis je suis vraiment comme la seule femme côté programmation, là, et de ne pas avoir un modèle à côté de moi où on peut peut-être se soutenir. Si ça aurait été une personne, ça aurait peut-être été, comme c'est pas une grosse entreprise, ça aurait été pas mal. Mais... moi, je trouve que c'est un point quand même très intéressant parce qu'on ne pense pas forcément à ce point-là. C'est pas forcément quelque chose que les hommes ont fait, tu vois, mais tu te sens pas à ta place malgré tout, là. Moi, je suis un tout petit peu plus positive pour le coup. Je pense que y a énormément de femmes qui voient, effectivement, on n'est pas nombreuses, on n'est pas représentées. Il faut passer outre ça. Moi, j'ai eu des très bonnes expériences avec mes collègues. À partir du moment où j'ai osé me mettre en avant, osé exprimer mes opinions, osé dire quand je pensais que quelqu'un avait tort, c'est aussi important, j'ai eu pas du tout de retour négatif, en fait. J'ai été écoutée, j'ai été soutenue, j'ai été aussi parfois questionnée, parce que ça m'arrive aussi d'avoir tort. Mais... je pense qu'une fois que j'ai passé outre de cette sensation de je suis la seule fille dans la pièce, c'est chouette, et que j'ai osé justement prendre de la place, les choses se sont améliorées. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais eu d'expérience négative vis-à-vis de ça dans ma vie, mais comment dire, c'est pas juste un problème de self-confidence, je pense que c'est une question de bien implicite. Beaucoup d'hommes ne sont pas du tout misogynes, mais ne réalisent pas qu'il y a un malaise de notre côté. Et dès qu'on s'ouvre un petit peu, on reçoit de l'aide et du soutien. Donc je pense qu'il ne faut pas considérer que le monde est contre nous. Ça va toujours arriver, il va toujours avoir des difficultés, mais il y a quand même des choses positives. Et pour tempérer un tout petit peu les histoires de harcèlement, malheureusement, c'est du harcèlement. Le harcèlement moral est très présent dans l'industrie, également pour les hommes. La culture du crunch, c'est un problème pour tout le monde, c'est pas un problème de femmes. Et c'est un des gros problèmes qu'on doit résoudre aussi, parce que c'est insoutenable. C'est pour ça qu'énormément de gens partent. Et c'est une pression qui en plus nuit à la créativité. Je pense que le milieu ne peut devenir que meilleur. Il y a de plus en plus de compagnies qui se rendent compte que pour garder les gens, il faut ne pas les traiter comme des pièces remplaçables. Et je pense qu'on va quand même vers une amélioration. Le Covid, pour tous les galères que le Covid a apportées, le Covid commence à démocratiser le work from home, qui est un super truc pour plein de gens, parce que c'est un meilleur équilibre entre la vie personnelle et le travail. Ça évite les temps de transport, ça fait que les gens ont plus d'énergie, ils sont plus motivés, ça bénéficie à tout le monde. Donc je pense que la culture est en train de changer vraiment globalement aussi quand même. Merci.
merci. Mais justement, comme tu as dit, la culture est en train de changer, puis je pense qu'on peut le voir, ne serait-ce que si on reste un peu avec les cas de harcèlement ou les dénonciations, ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu envisager il y a 10 ans, par exemple. C'est vraiment juste le fait qu'on en parle, que ça soit... qu'on reconnaisse qu'il y a un problème, ça montre que justement la culture est en train de changer, en fait, aussi. Puis pour le mieux, selon moi. Donc, puis comme tu as mentionné aussi, je pense que les cas de harcèlement, c'est assez fréquent, puis pas juste dans les studios, mais de la part des fois de joueurs qui sont pas contents aussi, qui commencent à harceler le studio. Donc, ça reste quand même un problème très global aussi au niveau du jeu vidéo. Mais merci beaucoup d'avoir partagé ça. Vos expériences sont super intéressantes, mais est-ce que les compagnies, vos entreprises que vous travaillez pour, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'efforts pour contrer ça puis aider là-dedans? Je pense qu'il y a des initiatives de ma compagnie aussi pour justement promouvoir les femmes dans les sciences. Il y avait l'initiative Infinity. Donc je pense que c'est des bonnes initiatives qui essayent d'aider à ça. Ouais, je réfléchissais, mais finalement, en fait, comme il y a... C'est vrai que je sais pas si ça s'applique vraiment, mais comme on n'est vraiment pas beaucoup, on se connaît tous, puis en fait, finalement... on est quand même tous là pour s'entraider, parce qu'il y a vraiment de l'encouragement de se poser tous autour d'une table virtuelle pour réfléchir ensemble avec différents corps de métier. C'est vrai que je pense que ça aide aussi pas mal à prendre part, comme disait Joël, à prendre part à un projet et que l'avis de tout le monde est bienvenu là. Une chose qui est très importante, en fait, c'est on compte sur vous pour... changer les choses aussi. Toutes les initiatives du monde ne vont pas changer le fait que s'il n'y a pas de candidats formés, les compagnies ne peuvent pas engager de femmes. Il faut qu'elles aient les études, l'expérience, etc. derrière. Donc on a vraiment... Enfin, je pense que c'est important ce qu'on est en train de faire là et ce que vous allez faire par la suite en vous adressant aux filles plus jeunes. Pour que le métier change, il faut qu'on ait des candidates, donc il faut qu'elles soient déjà là. Alors nous, on peut, enfin, la compagnie, etc., on peut faire des choses, mais on est quand même limité par le fait que si les gens n'ont pas envie d'être là, on ne peut pas aller les kidnapper. C'est très dommage. Hein. Et je pense que c'est important que de la part des compagnies de faire des efforts, effectivement, au niveau du recrutement, au niveau des événements, au niveau de l'inclusion. Il faut être quand même conscient aussi que sans les gens à l'avant, ça ne fonctionne pas. Je pense que là où il y a des progrès à faire aussi, c'est pour conserver les gens une fois qu'ils sont dans l'industrie. Il y a beaucoup de gens qui partent. Je pense qu'on a beaucoup parlé à propos de... On a réussi de montrer qu'il y a la moitié les femmes de la population maintenant qui n'est pas bien représentée dans notre domaine. Et là, j'aimerais commencer à nous amener à la deuxième bloc de notre conversation ici à la table ronde, c'est les hétérogénies à favor de la créativité. C'est parce qu'il faut qu'on commence à ouvrir la discussion pour parler aussi de la diversité des couleurs, la diversité des âges, la diversité des races, la diversité aussi des orientations sexuelles dans des entreprises. Nous savons que cette diversité, elle est vraiment bénéfique à tout le monde, hein, même nous comme civilisation ou l'entreprise comme telle. Mais est-ce que l'entreprise utilise cet gros bénéfice à faveur d'elle-même? Mais on voit que non, apparemment. Là. Mais comment qu'ils ont fait pour qu'ils disent des grosses entreprises comme Apple, comme Google, ou même comme les gouvernements américains, ils arrêtent de faire des erreurs comme ils ont fait. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, Apple a essayé de lancer une application pour la santé féminine, mais ils ont oublié de mettre dedans quelque chose de peu important pour nous, que c'est nos cycles-là. Ça devrait être important de les prendre en considération. Les gouvernements américains ont essayé de mettre en place en mesure dans ces polices, là, cette force policière, pour reconnaissance faciale, mais sauf que ce projet-là, il ne reconnaissait pas bien les gens de couleur et les gens asiatiques, mais on voit que ça, c'est un gros problème dans notre société aussi. Donc, j'aimerais aussi commencer ce débat avec des questions qui m'ont posées. Donc, premièrement, est-ce que vous pensez que les femmes abordent le travail de conception différemment que les hommes? Ah, ouais, c'est
Le travail de conception, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, ben c'est un petit peu vague, mais tout ce qui est peut-être pour toi, Chloé, tout ce qui est créatif, donc créer, est-ce que tu vois que vraiment il y a une cassure au niveau des idées, donc deux pensées différentes de conception? Il n'y a pas deux pensées, mais je trouve que c'est vraiment enrichissant d'avoir une équipe diversifiée, surtout en animation 3D, parce que généralement, on se fie beaucoup à la référence vidéo avant de jouer, d'acter ce que ton personnage 3D va faire, mais il faut que tu le joues toi-même. Et on ne peut pas sortir de notre corps. On a beau être des super acteurs. Moi, j'ai fait des références pour des gros dudes, j'ai fait des références pour des petites mamies, mais en année, je ne peux pas être quelqu'un d'autre que qui je suis. Donc, quand je travaillais sur Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse, j'essayais de faire des références de Miles Morales, mais je suis une femme, j'essayais d'avoir l'attitude de super swaggy d'un adolescent, mais j'arrivais pas pour toutes mes shots. Il y avait un animateur mon Dieu, Kieran, il devait avoir 23, 24 ans, il était super jeune. « Hey Kieran, est-ce que tu veux faire mes références? Ça m'aide beaucoup. » Bien, à l'inverse, quand tu as une équipe diversifiée, il y a souvent plein de personnages féminins dans un film, puis il y a plein d'hommes qui sont des super bons animateurs, qui ont un super beau doigté pour faire des belles scènes émotives, mais des fois, c'est super le fun d'avoir ta collègue pour faire « Ah, bon, mais là, j'ai une scène vraiment émotive, la petite fille, elle pleure, est-ce que, Chloé, tu veux-tu venir m'aider? » Puis moi, dans mes références, dans mon jeu d'acteur, il y a peut-être des petits détails que lui n'aurait pas pensé faire, fait que ça, poum, ça enhance la performance de beaucoup. Fait que je pense que oui, dans une équipe diversifiée d'animation, ça joue un gros rôle. J'ai pas un avis fort là-dessus, dans le sens où, pour moi, ce serait pas une différence de genre pour le processus de création, d'innovation. Pour moi, c'est plus la personnalité, son background, l'expérience. Donc moi, j'aurais pas lié ça au genre spécifiquement. J'aurais pas forcément rajouté plus, parce que je pensais à la même chose. C'est aussi ça qui fait qu'on soit un peu tous égaux à la finalité. On a tous des personnalités différentes, peu importe le genre qu'on a. Puis c'est ce que t'es toi qui apporte sur la table. C'est vrai que pour ton exemple à toi, tu peux plus s'y prêter parce que forcément c'est peut-être plus difficile pour un homme de se considérer comme une femme, tu vois, parce que c'est comme ça qu'il vit aussi, qu'il se représente. Mais tu sais, il peut y avoir l'inverse, il y a des hommes qui peuvent très bien jouer des femmes aussi, puis ça pourrait marcher aussi. Ouais. Justement, j'ai un peu dans le même sens que vous. Je pense pas qu'il y a des manières différentes de créer selon qu'on soit homme ou femme, mais je pense que c'est normal, en fait, juste pour la création, encore une fois, bon, si je parle de raconter des histoires, mais on a tendance à partir un peu de ce qu'on connaît ou de ce qui nous intéresse pour raconter des histoires. Alors, c'est normal que si on a tout le temps le même groupe de personnes qui s'intéressent tout le temps à la même chose, mais on va avoir tout le temps le même type d'œuvre qu'on va voir. Je pense à, sans rien enlever à ces jeux-là, mais je pense à Call of Duty, je sais pas, ils ont fait combien de titres, puis ça revient souvent un peu presque la même chose. Tu sais, les jeux de FIFA, par exemple, ou NHL. Bon, c'est sûr qu'on va pas changer et révolutionner le hockey du jour au lendemain non plus, mais le fait que si c'est tout le temps les mêmes personnes qui créent les mêmes sortes de jeux, mais il n'y aura pas de diversité non plus dans les expériences. Alors, le fait, si on a justement une équipe beaucoup plus diversifiée, pas juste en termes de femmes, mais en termes de personnes racisées, entre autres, de personnes marginalisées ou d'expériences qu'on connaît moins, ça nous permet justement de raconter ces expériences-là auxquelles on n'aurait pas pensé avant, puis ultimement avoir juste plus de films d'animation, plus de jeux vidéo avec des choses différentes en fait qui vont nous offrir aussi. Donc, je pense qu'on pourrait prendre cette cue-là pour vous dire, est-ce que vous ont déjà participé ou vous savez de quelques projets qui ont bénéficié de cette diversité ou qui ont vu qu'on fait qu'on peut être catastrophique à cause de la manque de diversité? On aimerait savoir si sont des... C'est une bonne question. Non. Sinon, ouais, c'est pas grave, on pourrait... En fait, si on pense une équipe qui aurait bénéficié de ça, je pense que c'est sorti en 2014, mais le jeu vidéo Child of Light que Ubisoft a fait, en fait, c'était vraiment une initiative d'Ubisoft d'avoir une équipe plus diversifiée, justement, une équipe réduite, et la directrice créative du projet a vraiment pris en charge d'essayer d'avoir plusieurs personnes vraiment avec des horizons différents, autant des
des langues différentes dans son équipe, que des genres différents, que des nationalités différentes aussi, que des âges différents. Et le jeu qui en est sorti, justement, ça représentait un peu les valeurs de cette équipe-là. Donc, ça reste un jeu vidéo, jeu de rôle, un RPG, mais qui a vraiment des thématiques beaucoup plus... qui étaient moins présentes, en fait, dans les RPG à cette époque-là, en fait. Donc, c'est quand même une initiative qu'on peut voir, justement, qu'avec une équipe plus diversifiée, ils ont voulu mettre ça en scène dans leur création. Bien, merci pour vos réponses. Dans le fond, on peut voir des équipes qui ont beaucoup de diversité. Est-ce que ça contribue à avoir des projets plus colorés? On va aborder ça dans le 3e thème, dans le fond. Premièrement, tout le monde est d'accord pour dire que la plupart du temps, lorsqu'on a des jeux ou des films qu'on aime, c'est souvent parce qu'on peut s'identifier au personnage ou parce qu'il y a une diversité qui contraste avec notre quotidien. Donc, si on regarde, par exemple, les anciens films de Disney, c'était tout le temps la princesse fine qui se faisait sauver par le prince musclé. Mais aujourd'hui, dernièrement, si on regarde, par exemple, La Reine des Neiges, on essaie de briser ces stéréotypes-là, puis d'amener des choses qui brisent le quotidien. Donc, j'invite tout le monde dans la salle à penser à leur jeu ou film préféré, puis à essayer d'observer si ces stéréotypes-là sont présents et s'il y a une diversité qui est présente. Donc, on va regarder quelques exemples ensemble qu'on a préparés. Donc, si on regarde plus particulièrement dans le cinéma, Chloé a été assez fine de me donner quelques exemples qui avaient des bonnes représentations de la femme. Donc, on va regarder ces exemples-là ensemble. On a par exemple Le Voyage de Chihiro. On a aussi du même studio Ghibli, The Art of Nausicaa. Une très bonne série Netflix que Chloé m'a encouragée à regarder, donc The Mitchells vs. The Machines. Lilo et Stitch, La Princesse et la Grenouille, évidemment, Spider-Man Into the Spider-Verse. Et mes deux préférés, ce serait Big Hero 6 pour leur diversité culturelle et Adventure Time pour la représentation de LGBTQ+. Voilà. Pascal. Excusez. Pascal. Votre mémoire de maîtrise porte sur la question de la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? J'essaie de faire ça rapidement parce que c'est difficile de résumer une centaine de pages en 2-3 minutes. Grosso modo, en fait, justement, je m'intéressais dans mes recherches de mon mémoire à la représentation des femmes. Donc, j'ai surtout travaillé sur j'ai un peu parlé de l'évolution de la représentation parce qu'il y a une raison, en fait. Justement, tu as parlé de Demoiselle en détresse, entre autres. Ça, c'est un trope, un stéréotype qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo ou qu'on retrouvait beaucoup dans les jeux vidéo, mais il y a toute une raison économique à ça, en fait. Il y avait les compagnies de jeux vidéo dans les années 80-90 qui avaient vraiment en tête, eux, leur public cible, c'était les jeunes garçons. On peut penser à Nintendo, c'était vraiment les jeunes garçons, c'était leur public cible. Puis ensuite, il y a quand même des compagnies qui ont commencé qui ont voulu faire compétition à Nintendo, dont Sega, avec Sonic, entre autres. Et eux, ils se sont dit, on va prendre le même public cible de Nintendo, mais on va leur voler finalement leur public cible. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais il y a toute une raison pour laquelle il y a eu une compétition, puis là, les jeux vidéo ont commencé à avoir le même type de contenu, le même type de personnage pour ne pas perdre trop d'argent, en se disant, on sait que ce qu'on fait, c'est des valeurs sûres, nos jeux vendent, on ne va pas trop changer la formule gagnante, finalement. Ce qui a fait en sorte qu'on s'est dit pendant longtemps, on pense que c'est pas mal juste les garçons qui jouent à des jeux vidéo, on va leur mettre des contenus auxquels on pense qu'ils s'intéressent parce qu'on voit que ça marche, puis on vend. Par contre, évidemment, c'était pas juste les hommes, les garçons qui jouaient à des jeux vidéo pendant ce temps-là, et peu à peu, on s'est rendu compte que les femmes, les petites filles aussi jouaient à des jeux vidéo, donc il y a eu quand même des changements de représentation. Donc on a passé un peu de jeux avec des personnages féminins comme la Demoiselle en détresse, on peut penser juste aux jeux de Mario, de Zelda aussi, à des jeux où il y avait quand même aussi des personnages féminins un peu plus sexualisés.
Mais là, en 96, il y a le jeu Lara Croft, Tomb Raider, en fait, qui est arrivé avec le personnage de Lara Croft qui faisait comme un peu des deux. C'était un des premiers ou un personnage féminin assez important à cette époque-là, qui était un personnage actif, fort, vraiment badass. Et en même temps, était à l'époque très sexualisé, aussi moins dans les jeux, mais vraiment plus dans la publicité autour des jeux. Si on trouve des magazines des années 90, on voit à quel point, justement, Lara Croft était très, très sexualisée, puis c'était sans gêne, c'est vraiment sans gêne. Bref. Puis par la suite, il y a quand même eu une évolution, puis on a eu tendance à représenter un peu ce personnage-là de une femme kick-ass, mais qui est quand même présentée comme étant belle, sexy, ou qui peut plaire un peu à un public autant masculin que féminin. Puis bon, mon mémoire, je l'ai terminé il y a 5 ans, donc c'était encore, à ce moment-là, cette figure-là d'héroïne d'action était encore très présente. Sauf que de plus en plus, justement, l'industrie a commencé à se rendre compte que c'est pas ce que nos joueurs veulent nécessairement. Là, on veut faire un peu de changement aussi dans des représentations. Donc là, on voit de plus en plus de personnages qui sont pas sexualisés. On peut penser à Lara Croft aussi. Avec le reboot en 2013, si je me souviens bien, déjà, Lara Croft était vraiment moins sexualisée qu'avant. Aussi, donc, il y a une évolution. On a tendance à enlever un peu la sexualisation, mais présenter quand même des personnages féminins de plus en plus diversifiés, puis aussi qui sont plus juste demoiselles en détresse. Grosso modo, c'était ça, en fait. Mais on peut, en tout cas, à la pause, peu importe, on peut en discuter plus aussi. Merci, c'était vraiment intéressant. Alexandra, est-ce que ça correspond à votre expérience que vous avez eue dans l'industrie, dans le fond? L'expérience dans le fond, des équipes diversifiées ou là? Dans le fond, ça peut être des équipes diversifiées qui amènent plus des projets diversifiés aussi, puis d'essayer de créer des projets avec plus de femmes, une manière de représenter la femme qui est plus girl power, là, disons maintenant. Je comprends. Mettons que ce soit pour des outils classiques, logiciels ou des jeux. Oui, on a tellement une grosse diversité dans les joueurs, que ce soit genre, âge, etc. Donc oui, je connais aussi les études qui disent que plus les équipes sont diversifiées, plus ça va matcher ou attirer aussi des joueurs ou des joueuses diversifiées aussi. C'est les exemples que vous avez donnés. Souvent, malheureusement, quand on est une équipe de conception, on est nous-mêmes les premiers joueurs. Donc on conçoit le game design, on joue, on teste. Donc c'est ça, plus on a une étendue large de personnes qui vont tester, donner leur avis, plus ça va générer des idées plus créatives, plus larges aussi. Donc oui, ça fait partie des recommandations. Après, moi, mon métier, c'est ça. J'essaye de faire en sorte que, vu que c'est une petite équipe, qu'on ne soit pas biaisé non plus. Donc plus on fait des tests avec plus de joueurs, que ce soit à l'échelle du studio ou des user tests avec des vrais joueurs, mieux c'est parce qu'on se rapproche de la cible finale. Mais clairement, pareil, par mon métier UX, c'est la première chose que je fais quand j'arrive sur un projet, c'est savoir qui sont les joueurs, qui est-ce qu'on vise, qui étaient les anciens utilisateurs, quelles sont leurs spécificités, quels sont les autres jeux auxquels ils jouent, pour savoir aussi leurs attentes. Donc, c'est un beau sujet aussi. En animation, on voudrait en entendre aussi sur ton expérience votre expérience en industrie. Ça change, puis ça évolue, puis c'est ça qui est une bonne nouvelle. Dans un exemple concret, tu sais, quand on dit que plus l'équipe est diversifiée, plus on a de l'influence dans le produit qu'on fait. Un des derniers films sur lesquels j'ai travaillé chez RealFX, ça s'appelait Rumble. C'était des gros monstres qui font de la lutte. Puis la personnage principale, dans le fond, c'était une adolescente. Puis j'avais été, dans le fond, sélectionnée, c'était ma première année que j'étais senior animatrice, puis j'avais été sélectionnée avec mon lead pour travailler sur la pré-production, sur comment développer cette personnage-là, la personnage principale. Fait que quand on fait la pré-production, qu'on développe le personnage principal, on fait une bible de production. Elle, sa personnalité, ça va être quoi? Elle va bouger comment? C'est quoi sa personnalité? Puis moi, je me rappelle, il y a plein de clichés super sexistes que je suis tannée de voir dans nos personnages féminins. Fait que je me rappelle, je me suis fait plaisir. Tu sais, j'ai travaillé en collaboration avec mes coéquipiers pour faire un personnage féminin cool que je pouvais me voir. Fait que, tu sais, un exemple niaiseux, quand elle pleure, il y a plein de petites choses, plein de petits détails d'acting qu'on dit à nos animateurs. Bon, mais guys, moi quand elle pleure, je veux pas qu'elle pleure comme ça. Non, c'est une fille qui est forte, tout ça. Fait qu'on déterminait comment qu'elle allait bouger. Puis ça, c'est vraiment un détail, mais c'est une action concrète pour amener à l'écran les modèles, la représentation de la femme qu'on avait le goût de voir finalement. Fait que oui, il y a de l'évolution, puis il y a de l'amélioration, puis c'est super excitant.
Si je peux me permettre, justement, ça me fait un peu penser, parce que bon, tu es artiste de personnage, tu me dis, principalement, et c'est vraiment une anecdote, mais il y a peut-être une dizaine d'années, je me souviens qu'une fille que je connaissais suivait des cours, entre autres, comme artiste, de personnages, puis dans un de ses cours, le professeur lui avait dit, mais faites un personnage à partir de vous, finalement. Et elle avait fait un personnage qui était justement un peu plus musclé, un peu plus corpulent. Puis là, son prof avait dit comment non, dans l'industrie, ça passerait pas. Fais ton personnage sexy. Puis là, elle a fait, mais le gars à côté de moi, il est bedonnant. Puis comment non, mais ça, c'est drôle, ce personnage-là. Toi, on veut que ton personnage soit sexy. Ça, c'était il y a 10 ans. Puis c'était normal un peu, on pourrait dire, il y a peut-être un peu plus que 10 ans aussi, mais maintenant, ça passerait plus, je pense. Là, c'est vraiment, on voit justement cette mentalité-là de l'industrie veut que ça comme ça, où il y a juste une bonne manière de faire. Je pense que c'est beaucoup remis en question, finalement, aussi. Ben, une chance que ça passe plus, mon Dieu. On voit qu'il y a un peu d'optimisme puis que ça s'améliore. Moins les choses ne restent pas comme c'était avant. Donc, c'est presque la fin de la table ronde, mais est-ce que peut-être vous avez un dernier mot à rajouter pour vous adresser aux étudiants et étudiantes qui vont bientôt rejoindre l'industrie colossale qui vous faites partie? Sinon, j'aurais peut-être une autre petite... Un dernier point qu'on n'a peut-être pas abordé. Dans le cinéma d'animation, je disais que la position de la femme était vraiment en amélioration, ça allait vraiment bien. Mais si j'ai un petit message à passer aux quelques filles qui sont dans la salle, ce serait l'aspect ambition. Les carrières d'animation, c'est des super belles carrières, mais il y a encore, je sens, une toute petite gêne des fois à vraiment owner notre valeur. Donc, souvent, ça existe encore, mettons, pour la négociation salariale. Ayez pas peur de vous mettre de l'avant puis de pas vous sous-estimer par rapport à vos compétences puis par rapport à vos coéquipiers masculins. Généralement, ça se voit souvent dans la négociation de salaire. J'ai des collègues filles qui osent pas trop, des fois, pour les augmentations salariales, se mettre de l'avant. Puis, techniquement, ils gagnent un peu moins que des collègues masculins qui ont le même genre d'expérience, le même genre de compétences. Donc, puis pour des postes de cadre aussi, appliqués pour des postes de cadre, de lead, de directrice. Donc, ayez pas peur, il y a de la place pour vous. Puis, justement, pour aller dans la même direction que toi, encore une fois, il y a même des organismes aussi qui peuvent aider à faire ça, en fait. Justement, je pense à Pixel, qui est une organisation à Montréal, qui travaille beaucoup avec des personnes marginalisées, mais une fois de temps en temps, ils vont donner aussi des ateliers pour aider justement à, tu sais, quoi faire en situation de harcèlement, par exemple, ou comment faire pour d'avoir une augmentation salariale à ta juste valeur, finalement. Donc, informez-vous aussi à ce niveau-là, puis ça peut juste vous aider, finalement. Moi, pour continuer aussi sur la question salariale, moi, mon expérience, c'était qu'au moment où je suis engagée, j'ai le même salaire que mes collègues masculins au même rang et même poste que moi. Mais la tendance, c'est effectivement que les hommes vont demander beaucoup plus fréquemment des augmentations. Donc, au final, ils vont se retrouver avec plus de salaire. Donc, effectivement, faut oser demander ce que vous voulez. Et ça s'adresse à tout le monde. Le meilleur service que vous pouvez rendre à vos collègues, c'est de discuter ouvertement vos salaires. Ça rend service à personne d'autre que votre patron si vous refusez de dire combien vous gagnez. C'est que en sachant combien les collègues masculins qui sont au même niveau que moi gagnaient, que j'ai eu l'opportunité, les outils pour aller demander une augmentation de ma vraie valeur. Donc, soyez ouverts les uns avec les autres. Ça bénéficie à tout le monde, en fait. Puis, pour revenir au tout début, si vous êtes convaincu que vous êtes au bon endroit et que vous avez envie de faire ça, même s'il peut y avoir des embûches sur votre parcours, perdez pas espoir. À un moment, vous arriverez à faire ce que vous voulez. Continuez vraiment dans cette envergure. C'est super important. Si vous aimez ça, vous arriverez à avoir ce que vous voulez à un moment ou à un autre. Je me fais pas de soucis pour vous. Je reviens à ce qui avait été dit en introduction. Oui, en plus, vous êtes dans des belles disciplines. Il y a plein d'offres. Le marché est dynamique à Montréal ou même à Québec. Donc, c'est vraiment chouette ce qui vous attend. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Vous êtes des super beaux modèles pour nous qui va bientôt rentrer dans l'industrie. Fait que c'est super inspirant de vous entendre parler. Donc, c'est ça, laissez pas votre sexe ou votre ethnicité vous empêcher d'aller quelque part. Tout le monde a sa place dans l'industrie. En plus, une industrie tellement vague et tellement énorme que si tu la veux, ta place, tu vas la chercher. Elle est là pour toi. Donc, c'est ça, tout le monde a sa chance égale. On est tous égales par rapport à ça et c'est ça qu'il faut. Donc, il faut progresser à l'unisson et créons tous ensemble.
fait toujours vraiment plaisir. En tout cas, moi, je suis fière des collèges de Boulogne capable de faire des activités comme ça. Puis, honnêtement, genre, je me sens genre vraiment, genre, humble par notre présence. Avant de vous inviter à rentrer dans vos salles, si vous n'avez pas encore vos billets, vous allez en avant, vous avez vos profs de domaine du multimédia ou animation, domaine de l'animation. Ils vont vous offrir vos billets pour la conférence que vous voulez. Il y a des places réservées, fait que ça se peut que vous n'ayez pas nécessairement votre premier choix, mais c'est pas ça qui compte, c'est vraiment genre l'expérience. Donc les conférences vont débuter à 2h15, vous avez comme un petit 15-10 minutes pour prendre une petite pause. Puis ensuite, vous allez voir sur votre billet, il y a votre local où est-ce qu'il y aura la conférence. Vous descendez en bas, vous passez votre billet à la personne devant la porte, puis ensuite, ils vont vous laisser rentrer. Donc, c'est ça.